Donc, je donne maintenant la parole à Monsieur Patrick Thill. Oui, monsieur le maire, merci. Et chers collègues, aspect global, si j'ose dire, et puis ensuite, vous me permettrez, dans ce cadre du débat d'orientation budgétaire, de donner quelques souhaits, compte tenu de la délégation que j'ai aujourd'hui. Alors d'abord, le général, simplement. Moi, je le résumerai très simplement. Nous sommes, monsieur le maire et chers collègues, devant la double peine. La double peine qui s'applique à nous aujourd'hui. C'est celle d'une situation financière effectivement extrêmement difficile par la ville et dans l'héritage. En fait, nous n'héritons de rien, sauf de la dette et de travaux à faire. Lorsque j'entends à l'instant M. Bouvet dire « Écoutez, sur le patrimoine, tout a été fait, etc., mais c'est normal, il y a toujours du patrimoine à entretenir, et nos prédécesseurs, c'est-à-dire ses amis, n'en sont pas responsables », je voudrais simplement rappeler un chiffre, tout simplement. Pas sur le patrimoine global de la ville, mais rien que sur le patrimoine dit culturel, c'est-à-dire ce qui est monument historique. À l'époque de M. Roche, puisqu'il en a parlé lui-même, on consacrait entre 2 et 3 millions par an sur ce patrimoine-là, et rien que celui-là. Aujourd'hui, c'est tombé à 800 000. Comment voulez-vous que lorsque les années passent, quand on consacre moins de la moitié de ce qui était consacré avant, on se retrouve avec un patrimoine qui n'est pas pris tout simplement 12 ans. D'autre part, nous avons passé, et merci Nathalie de l'avoir rappelé, dans l'opposition, pendant 12 ans, c'est-à-dire à peu près, M. Bouvet va en faire l'expérience en fait, hein, il va passer 12 ans, il verra bien comment ça sera après. Eh bien, 12 minimum. Quand on a passé 12 ans dans l'opposition, on n'a pas cessé de dire les choses. Et aujourd'hui, je pourrais être fier d'avoir raison, mais que nous ayons, nous, raison dans l'opposition, mais je ne le suis pas fier du tout. Pourquoi? Parce que la situation aujourd'hui est pire que celle que nous avons dénoncée. Parce qu'il y a un moment où on est dans les dossiers et un moment où on est seulement dans les grandes masses budgétaires. Et nous avions déjà remarqué que dans les grandes masses budgétaires, ça n'allait pas. Et effectivement, toutes les oppositions, d'ailleurs, l'ont dit, pas seulement la nôtre. Et non seulement ça ne va pas, mais c'est pire. Et on a découvert peu de temps avant, et pas nous d'ailleurs, ça a été dit par un remarquable adjoint aux finances, et malheureusement décédé, lorsqu'il a parlé du très mauvais entretien du parc HLM. C'est pas nous qui l'avons dit. C'est des membres même de l'équipe de M. Gros qui ont dit ça. On reconnaissait volontiers qu'après l'époque Roche, il y avait des efforts à faire sur les écoles. Et Mme Bory n'a pas arrêté de dire que pendant 12 ans, elle avait fait ça remarquable. Et maintenant, j'entends le plaidoyer d'Anne Stemar qui, elle, a fait le tour des écoles et qui a vu les travaux qui restaient à réaliser. Donc, effectivement, la situation ne nous donne pas seulement raison, hélas, lorsque nous étions dans l'opposition, mais la situation est pire que ce que nous soupçonnions. Et effectivement, les marges de manœuvre sont extrêmement réduites en fonction de ce que j'appelle l'héritage, qui n'en est pas. La deuxième contrainte, et c'est pour ça que nous sommes sous une double contrainte, c'est celle de l'État. Et là, je fais simplement remarquer la motion que nous avons votée, enfin qu'on n'a pas encore votée d'ailleurs, mais qu'on va voter, et que vous avez présentée, monsieur le maire, au début de ce conseil municipal. À savoir que nous sommes dans une situation où l'État se sert d'abord avant de penser aux collectivités locales et aux collectivités territoriales. Et l'État n'est pas au niveau de ses promesses par rapport à l'aide aux collectivités territoriales. Parce que ce que j'avais compris du président de la République, c'est qu'en fin de compte, il allait aider, compte tenu des pertes financières subies par nos collectivités, qu'il aiderait quoi qu'il en coûte, souvenez-vous. Or, il y a en plus, et ça s'ajoute, la crise sanitaire qui va peser en 2021, 2022 et peut-être plus, et je ne le souhaite pas, sur les finances publiques. L'année l'annus horribilis, pour reprendre le terme de la reine d'Angleterre, n'est pas 2020, elle l'est sur le plan sanitaire, évidemment, mais sur le plan financier, ce sont au moins 2 années qui nous attendent, qui sont 2021 et 2022 sur le plan des finances publiques. En effet, prenons le stationnement. Quand nous étions en confinement général, et même quand on est en confinement allégé, il y a moins de voitures qui roulent, il n'y en avait même pas du tout pendant ces mois de confinement total. Donc moins de recettes, par exemple, je ne cite que ça, moins de recettes de stationnement. On va perdre aussi fiscalement, parce que naturellement, les constructions, etc., ont pris du retard aussi, les appartements ne vont pas être livrés, donc ça fera moins de taxes foncières, etc. Donc il y aura forcément des répercussions.
En plus, comme la taxe foncière est très haute à Metz et que la taxe d'habitation était moyenne, eh bien, la compensation financière par l'État qui va, elle, se fonder sur la taxe d'habitation que l'État s'est empressé de supprimer pour faire de l'électoralisme, il faut être clair. La taxe d'habitation, j'ai jamais tellement, moi-même qui étais directeur aux impôts, entendu que les gens rouspétaient après la taxe d'habitation. Enfin, ils rouspètent après tous les impôts, mais pas particulièrement celle-là, d'autant plus que nous l'allégions au fur et à mesure et au cas par cas pour les personnes qui ne pouvaient pas la payer. Donc, on est dans une double contrainte. Et à l'intérieur de cela, eh bien, il faut avoir tout le courage politique, et je suis très content qu'on ait un maire qui soit un vrai capitaine de bateau et qui sache où il va et dans les circonstances où il va et avec les contraintes et avec les atouts de la ville, parce que la ville n'en manque pas. Permettez-moi dans un deuxième temps maintenant de plaider, je dirais, parce que la crise sanitaire affecte particulièrement la culture. Alors je ne vais pas vous abreuver de chiffres, je crois que le débat est assez long, mais je voudrais vous citer simplement quelques-uns. La Cité musicale de Metz, qui est à la fois l'Orchestre national de Metz et les salles que nous connaissons, l'Arsenal, la BAM, etc., avec leur programmation, sont aujourd'hui à une perte de billetterie de 454 000 €, un petit peu plus. Et à cette perte de billetterie, je n'ajoute pas, évidemment, les pertes de location de nos salles, qui sont à peu de choses près équivalentes, parce que c'était à peu près l'équivalence de la billetterie. Donc, ça doit être à peu près pareil. Je pourrais prendre non, je me suis trompé, pour la Cité musicale, c'est 352 000 €, pardon, 352 000 €. Je ne veux pas donner de mauvais chiffres. Et je vais prendre deux autres exemples qui ne sont pas à Metz, mais qui sont à Metz Métropole. La perte sur l'Opéra-Théâtre, par exemple, en billetterie, c'est 351 000 €. La perte sur les entrées de Pompidou, par exemple, c'est 720 000 €. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais m'associer au cri de tous les artistes, au cri de tous les créateurs, des directeurs de salles, pour demander au gouvernement en quoi les salles sont-elles plus responsables de la situation sanitaire que ne l'est le métro, les grands espaces, les grandes surfaces où tout le monde se précipite. Alors on nous explique, et ils ont raison, parce que les chiffres qu'on commence à avoir prouvent que le Covid se répand surtout, hélas, dans le milieu familial. Ensuite, lorsqu'on mange, d'ailleurs le président de la République en est lui-même victime aujourd'hui, sans doute de cela, eh bien, le Covid ne progresse pas plus, si j'ose dire, dans les lieux de culture, parce que toutes les précautions sont prises. J'en veux pour preuve. Nous avons donné 4 fois l'opéra Johanna d'Arco de Verdi, parce que nous étions dans cette phase où on a pu faire quelque chose. Pas un cas de Covid, pas un cas de contact, ni parmi les musiciens, ni parmi les artistes, ni surtout, si j'ose dire, parmi le public. Voilà. Et alors, on pourrait comprendre, parce que j'ai entendu qu'aller au théâtre, aller dans les salles de spectacle, aller au cinéma, qui est le 7e art, mais souvent le premier dans l'esprit des gens, c'est pas la salle elle-même qui est un risque, c'est le fait qu'on y aille et qu'on ressorte ensemble. Et que quand on sort ensemble, quand on se rencontre avant d'entrer, eh bien on échange et on peut très bien oublier le masque, le baisser parce qu'on croit qu'on parle derrière un masque et que c'est moins bien, etc. C'est là qu'il y a le risque. Je veux bien l'admettre encore, mais alors qu'on me fasse la différence avec les grands magasins et avec les grandes surfaces. Et puis ensuite, comment dire qu'il y a des regroupements dans les musées? C'est impossible. Aller à l'opéra, à Pompidou aujourd'hui, on n'y va pas par groupe. Il n'y a jamais eu, j'ai vu des files d'attente effectivement dans des grandes expositions, mais on ne les imagine pas aujourd'hui. Il y a moins de touristes, etc. Donc on peut tranquillement se promener pour avoir un peu cet air, ces lumières que nous apporterait Chagall. Eh bien non, c'est impossible. Eh bien je voulais associer ma voix à cela. Et enfin, je terminerai sur une chose, c'est que la culture m'apparaît fondamentale. Ce n'est pas un bien inessentiel. Et vous savez, comme tout à l'heure, Éric Lucas a cité Churchill, j'ai pensé à quelque chose. En pleine guerre, lorsqu'il fallait que l'Angleterre fasse des efforts terribles, il y avait un débat célèbre au Parlement, à la Chambre des communes, où les alliés même de Churchill lui demandaient de sacrifier, de réduire les crédits à la culture pour renforcer l'arsenal militaire, pour lutter, pas contre un virus, pas contre un terrorisme, contre le nazisme à l'époque, qui était une urgence fondamentale pour le monde. Qu'a dit Churchill? Then
What are you fighting for? Si on ne fait pas ça, pourquoi faisons-nous la guerre? Si ce n'est pas pour la culture. Parce que la culture est notre civilisation. Et que si on ne doit pas en faire une variable d'ajustement, même quand les contraintes sont difficiles. Aujourd'hui, il faut le savoir, la culture, certes, coûte, mais elle rapporte beaucoup. Lorsqu'on voit des rues vides, des commerces qu'ils ferment, il vaut mieux avoir l'animation et cette respiration extraordinaire qui fait notre civilisation et qui, je dois le dire, est notre âme essentielle. Patrick Thill.